Et bonjour à tous. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances et aujourd'hui, nous poursuivons notre cours d'histoire sur la Troisième République. Afin de poursuivre vos investigations sur l'instruction des filles, je vous encourage très largement à aller regarder ce point de repère qui est disponible sur Arte. Cette série d'animations historiques est particulièrement bien faite et compte de nombreuses autres vidéos que je vous encourage aussi à aller voir. Nous poursuivons aujourd'hui notre cours dans un grand 2. La République s'enracine et se consolide entre 1885 et 1914. Nous allons notamment voir qu'à l'année des années 1880, la République est contestée, notamment à travers l'affaire Dreyfus, qui a duré de 1894 à 1906. En septembre 1814, l'état-major français découvre un bordereau annonçant l'envoi de documents militaires en Allemagne. Les soupçons se portent sans preuve sur un jeune capitaine juif alsacien, Alfred Dreyfus. Le 22 décembre 1894, en s'appuyant sur les documents falsifiés, le Conseil de guerre condamne Dreyfus à la dégradation militaire et à la déportation sur l'île du Diable. Seule sa famille et quelques proches sont convaincus de son innocence. Ce dessin d'Henri Meyer a été publié par le Petit Journal illustré le 13 janvier 1895. Dans ses mémoires, Dreyfus relate la scène. Aussitôt après la lecture du jugement, je m'écriai en m'adressant aux troupes: Soldats, on dégrade un innocent. Soldats, on déshonore un innocent. Vive la France, vive l'armée. L'affaire Dreyfus révèle deux tendances politiques opposées, dreyfusards et anti-dreyfusards. Les premiers, au sein de la Ligue des droits de l'homme et du citoyen, militent pour la révision du procès au nom de la justice et de la vérité. Les seconds, avec la Ligue des patriotes, défendent la nation, l'honneur et la raison d'État. En somme, les dreyfusards sont les partisans de l'innocence de Dreyfus, alors que les anti-dreyfusards sont les partisans de la culpabilité de Dreyfus. La presse reflète particulièrement bien la lutte entre les deux camps. Cette célèbre caricature, en forme de binaire, montre un dîner de famille, organisé selon les règles de la civilité bourgeoise, au temps de la Troisième République. Dans la première vignette, tout est bien en place, et les rituels sont honorés sous la lampe. Mise élégante des convives, ordonnancement sage de la table, que surplombe le propos inquiet du maître de maison au moment où se déplient les serviettes. Surtout, ne parlons pas de l'affaire Dreyfus. Le second dessin dépeint quant à lui un désordre épouvantable. Les chaises sont renversées, il y a des pugilats furieux, la nappe à terre et même une fourchette plantée dans le derrière du petit chien. Avec ce simple commentaire, ils en ont parlé. L'affaire divise les Français. Alors que certains délivrent un message nationaliste et violemment antisémite, à l'opposé, des intellectuels s'engagent, comme Émile Zola, qui publie son article J'accuse dans l'Aurore en 1898. En mars 1896, Picard, le nouveau chef des services de renseignement de l'état-major, découvrit l'identité du véritable traître, le commandant Esterhazy. Celui-ci, qui entretenait des relations suspectes avec l'Allemagne, était l'auteur du fameux bordereau, cette pièce à conviction qui avait entraîné la condamnation et la déportation d'un officier juif français, Alfred Dreyfus. Toutefois, l'état-major, soucieux de sauver l'honneur de l'armée française, préféra étouffer l'affaire en mutant Picard et en créant de toutes pièces un document accablant Dreyfus. Devant cette inéquité, les partisans de la révision du procès Dreyfus se mobilisèrent pour émouvoir l'opinion publique en faveur du capitaine. Le 13 janvier 1898, Émile Zola publia dans le journal L'Aurore, fondé par Clémenceau et Vaughan l'année précédente, une lettre ouverte au président de la République, Félix Faure, dont le titre provocateur J'accuse, choisi par Clémenceau, s'étalait en gros caractères sur la page du titre du journal. Dans cette longue et dense plaidoirie qui occupe les 2 premières pages du journal sur 6 colonnes, Zola rappelle l'ensemble des circonstances de l'affaire. En juin 1899, lors d'un nouveau procès, Dreyfus est jugé coupable, mais gracié. Ce compromis ménage à la fois les institutions tout en rendant sa liberté à Dreyfus. Il est réhabilité en 1906. C'est cette réhabilitation que nous pouvons observer sur cette gravure d'Achille Beltrame. L'affaire Dreyfus a ainsi permis d'associer la République aux valeurs de justice, de raison, de droits de l'homme, de rejet du racisme et de l'antisémitisme.
Afin d'aborder cette affaire d'une manière peut-être un petit peu différente de la mienne, je vous encourage à aller voir le carambolage d'Arte sur l'affaire Dreyfus qui est particulièrement bien fait. Je vous mettrai le lien en description. Je vous recommande également d'aller voir ce film J'accuse de Roman Polanski qui est sorti en 2019, où l'affaire est racontée du point de vue du colonel Picard qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage, va découvrir que les preuves contre le capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées de toutes pièces. Nous allons voir maintenant que l'engagement de l'Église catholique contre Dreyfus et contre la République amène les anticléricaux à combattre l'influence de l'Église catholique, notamment avec la laïcité. Vous pouvez noter, petit b, l'affirmation d'une république laïque, où nous ferons un zoom sur la loi de 1905. Nous faisons un rapide retour en arrière. Voici une gravure de 1802, la liberté des cultes maintenue par le premier consul. Avec la liberté des cultes, proclamée en 1789, le catholicisme cesse d'être la religion officielle du pays. Napoléon Bonaparte signe le Concordat en 1801 avec le pape et il consacre la liberté religieuse. Sur cette gravure, Napoléon Bonaparte, le numéro 1, montre l'être suprême, numéro 2, à un évêque catholique, en 3, un juif, en 4, un prêtre chinois, en 5, et un musulman, en 6. Inspirés par la Révolution française, les républicains veulent garantir la liberté de conscience, c'est-à-dire le droit de tout individu de choisir ses propres valeurs ou principes, notamment religieux. La laïcité est ainsi au cœur de leur programme. Ils prévoient de mettre fin au Concordat de 1801, de séparer le domaine religieux de la sphère politique. En raison de son hostilité lors de la Révolution française, l'Église catholique est considérée comme une adversaire du progrès de la République. Les partisans de la laïcité s'opposent dans les faits à son influence. Plusieurs lois instaurent cette laïcité. Les prières publiques à l'ouverture des séances du Parlement sont supprimées. Les lois Ferry garantissent une école laïque avec l'absence de signes d'enseignement religieux. Les crucifix sont retirés de tous les bâtiments publics, mairies, écoles, etc. Cette illustration de Léon Gerlier représente l'enlèvement des crucifix dans les écoles de la ville de Paris. Souvent présentée à tort comme une illustration de l'un des effets de la loi du 28 mars 1882 sur la laïcité de l'enseignement public, l'enlèvement des crucifix des écoles de la ville de Paris date en réalité de février 1881. L'auteur a privilégié une approche tragique et symbolique à la fois, appuyée sur une composition binaire. Dans cette salle de classe d'une école de jeunes filles, l'opération de l'enlèvement du crucifix occupe la place droite de l'image. Elle est effectuée par 3 gendarmes en uniforme qui ont apporté les outils nécessaires à cette tâche, échelles, marteaux, etc. Ils sont manifestement placés sous l'autorité d'un représentant du pouvoir local, habillé en notable, costume, haute forme, canne, qui ordonne du doigt de décrocher le signe religieux. On note également que 2 des 3 représentants des forces de l'ordre semblent confisquer d'autres éléments religieux, apparemment une Bible. À gauche de l'image, de l'autre côté de la porte ouverte par laquelle les gendarmes ont fait irruption, les jeunes élèves sont rassemblés en une sorte de masse. Elles semblent communier dans la souffrance, ou du moins la stupéfaction, jusqu'à se fondre en un seul tout. Certaines petites filles, vêtues modestement, sont en pleurs, d'autres demandent ce qu'il se passe. Toutes sont effrayées, ou du moins choquées. Certaines cherchent le réconfort auprès des 2 sœurs, qui ne sont pas moins effarées par ce qu'elles voient. En plus de l'enlèvement de ces signes religieux, l'œuvre de laïcisation se poursuit suite à l'affaire Dreyfus, qui relance les partisans de l'anticléricalisme et de séparation. La loi de 1901 sur les associations permet de contrôler les congrégations religieuses. Enfin, la loi de 1904 leur interdit d'enseigner. Voici un extrait de la loi de 1905, dite loi de séparation des églises et de l'État. Dans cette loi, l'État ne reconnaît ni ne salarie aucun culte, tout en les autorisant tous. Les biens de l'Église sont propriété de l'État, qui les met à disposition pour la pratique du culte. La loi choque les catholiques. Elle est perçue comme une persécution, en particulier lors des inventaires, en 1906. Prévus par la loi de 1905, les inventaires doivent permettre de dénombrer, d'estimer les biens de l'Église
avant d'en confier la gestion aux associations cultuelles. Il suscite une vive opposition de certains catholiques qui craignent une confiscation de ces biens par l'État. Ici, nous pouvons voir les affrontements devant la basilique Sainte-Clotilde à Paris le 18 février 1906, reportés par le Petit Parisien illustré. Pour affiner votre connaissance de cette loi de séparation des églises et de l'État, je vous encourage à aller voir un téléfilm qui date de 2005. Ce film reprend les débats et explique le contexte autour des débats parlementaires autour de cette loi. Le véritable hémicycle du Palais Bourbon a servi de décor au film. C'est vraiment magnifique. Et encore une fois, je vous mets le lien en barre d'infos. Pour conclure cette deuxième partie du cours, on peut dire qu'en triomphant de ces épreuves, la République s'est enracinée et s'est stabilisée en réaffirmant et en approfondissant les valeurs de 1789. Cette partie du cours étant particulièrement conséquente, n'hésitez pas à me poser des questions. Passez une belle journée et à la semaine prochaine!